Bienvenue sur la chaîne Estime de Soi, pensez à vous abonner et activer la cloche de notification pour ne pas rater les épisodes prochains. Le sage ne vivra pas dans la solitude, car par nature, il est sociable et tourné vers l'action. Diogène Laërce. Le meilleur des objectifs que l'on puisse se donner en matière d'estime de soi, c'est celui du développement personnel, à savoir prendre toute expérience de vie comme une occasion d'apprentissage. Inutile de chercher à se comparer aux autres pour les égaler ou les dépasser. L'estime de soi bénéficie davantage de la comparaison avec soi-même. Et ces comparaisons avec soi plus qu'avec les autres semblent bien caractériser les individus dont l'objectif est de progresser sur un plan personnel. L'action nous change. Dans ce passionnant travail de construction et de reconstruction de soi, comment devenir l'artisan paisible de soi-même? J'utilise volontairement le terme d'artisanat pour tout ce qu'il évoque. L'absence de prétention, la simplicité, l'imitation de modèles, l'acceptation de conseils. Pourquoi ne pas chercher à voir ce qui marche chez les autres? Nous ne sommes pas si différents les uns des autres. La répétition régulière de gestes pour arriver peu à peu à un résultat. La patience, la nécessité de réparation et de gestes de maintenance constants. Nous sommes bien des artisans de nous-mêmes. En matière d'estime de soi, inutile de chercher à tout prix à être un artiste, un créateur. L'action change notre regard. Le but du développement de l'estime de soi ne porte pas que sur notre seule personne. Ce serait, à la fin, bien trop ennuyeux. Fort heureusement, s'occuper de soi, vaincre ses défauts, ses passions, ses travers, c'est un des moyens de changer le monde. Il y en a d'autres, mais celui-ci est simple et puissant. On sait combien modifier le rapport intime que nous avons avec nous-mêmes va transformer notre vision du monde. Ce n'est pas vrai que chez les déprimés, même si c'est chez eux que l'exemple est le plus frappant. Les premiers chocs de ma carrière de jeune interne en psychiatrie m'ont été procurés par la rencontre avec ces patients gravement dépressifs sortant de leur vallée de larmes et abandonnant un monde qui leur paraissait épouvantable et inhumain en quelques jours sous l'effet de l'obscure action d'une obscure molécule chimique. Mais ce phénomène existe aussi, quoique moins spectaculaire, chez les personnes non déprimées. Lorsque nous changeons, le monde qui nous entoure change avec nous, car nous ne le regardons plus de la même façon. Si nous améliorons notre optimisme, l'avenir nous paraîtra moins angoissant. Si nous prenons plus de distance avec nos colères ou notre tendance à juger, il nous semblera moins peuplé d'imbéciles. Si nous développons notre sérénité, il nous sera plus harmonieux. L'action change les autres. Il ne s'agit pas d'autosuggestion. Cette simple modification de point de vue peut rapidement avoir des conséquences concrètes en vertu de l'effet aile de papillon. Vous savez, cette théorie qui explique qu'un petit battement d'aile à un bout du globe peut, de proche en proche, provoquer une tornade à l'autre extrémité de la planète. Ainsi, se changer aide les autres à changer. Il existe par exemple une contagion sociale des émotions, aussi bien négatives, à la transmission de la morosité ou de la mauvaise humeur au sein des familles ou des entreprises, que positives. Il y a des personnes dont la présence nous rassure, nous stimule, nous pousse au meilleur de nous-mêmes, sans pression d'aucune sorte. Est-ce par mimétisme, parce qu'elles s'estiment elles-mêmes, qu'elles nous poussent doucement à nous estimer aussi? Est-ce leur façon de nous regarder, de nous parler, de nous permettre de sentir leur confiance à notre égard? Le résultat est là. Ces personnes sont bénéfiques à notre estime de nous-mêmes. Par des actes infimes ou manifestes, elles nous nourrissent et nous révèlent. L'action change la société. Alors, l'estime de soi, comme on le disait de l'amour dans les années 1970, peut-elle changer la société? J'en suis persuadé, et j'en vois de nombreux exemples. Dans son autobiographie, Martin Luther King
raconte comment son éducation préfigura ce qu'il allait devenir. S'il m'est très facile de me montrer optimiste plutôt que pessimiste sur la nature humaine, c'est surtout à cause de l'enfance qui fut la mienne. Il explique comment sa mère lui présenta toujours la discrimination et la ségrégation qui sévissaient alors dans le sud des États-Unis comme le résultat d'une injustice sociale et non le reflet d'un quelconque ordre naturel comme le laissaient entendre les discours racistes de l'époque. Elle lui répétait ainsi « Tu vaux mieux que n'importe qui ». Martin Luther King disposait d'une bonne estime de lui-même, palpable dans les lettres qu'il rédigeait pour ses intimes. Bonne, c'est-à-dire n'excluant ni les doutes ni les peurs, mais lui permettant de ne jamais leur obéir. Bonne aussi, car bâtie dans l'action. J'insiste lourdement, mais il faut pour changer le monde chacun à son échelle une autre forme d'estime de soi que celle qui nous est vendue par la pub et les démagogies ambiantes. Vous êtes tous formidables. On ne naît pas formidable. On ne le devient pas sans effort. Attention aussi à un autre risque, celui du renoncement, ou de la démission, ou de l'incapacité à travailler sur sa propre estime de soi pour ne se sentir bien que dans une estime de soi groupale, définie par l'appartenance à une tribu, famille, club sportif, parti politique, mouvement associatif, voire ghetto, secte ou communauté fermée. Là encore, Luther King, après de nombreuses hésitations, fit le choix de l'universalité et non du repli, qui était à l'époque celui d'une partie de la communauté noire. C'est aussi en cela qu'il fut l'un des humains qui changèrent profondément le cours du XXe siècle, et pas seulement un citoyen noir américain luttant contre le racisme. Agir en toute liberté. Autre grand citoyen des États-Unis et du monde, le philosophe Thoreau, surnommé le Diogène américain, auteur du traité de désobéissance civile. Il fut le fondateur de l'action civique non violente. Il inspira Gandhi et, justement, Martin Luther King, en montrant comment l'action déterminée mais exemplaire d'un seul homme pouvait entraîner tous les autres. Thoreau, qui fut capable aussi, comme il le raconte dans un autre de ses ouvrages, La vie sans principe, de s'insurger contre l'obsession de l'action. Je pense qu'il n'est rien, pas même le crime, de plus opposé à la poésie, à la philosophie, voire à la vie elle-même, que cette incessante activité. Thoreau fit enfin l'éloge, dans Walden, son chef-d'œuvre, de la solitude ouverte sur le monde et sur la vie. Il fut un humain complet et lucide. Un modèle,